Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'août 2022. Alors, pour le mois d'août, ça a été un peu chaotique niveau lecture. Non pas que je n'ai pas beaucoup lu, parce que j'ai une douzaine de bouquins à vous présenter, mais je suis passée un peu, je crois, par toutes les émotions, et il y a pas mal de critiques que j'ai à faire pour ce mois. Des choses très très bien, et d'autres qui sont pas bien passées. Parlons en deux mots des bouquins que j'avais laissés un peu entre deux mois, entre le mois de juillet et le mois d'août. Il y avait le tome 3 de Gardienne des Sceaux de Plume d'Elsa, donc Arizuma. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, dans le bilan précédent, donc je ne vais pas refaire un état là-dessus. Et il y avait aussi l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, le tome 3, que je n'ai pas beaucoup écouté au mois d'août, que j'ai avancé, mais peut-être 1 heure ou 2, pas beaucoup. Donc je n'en ferai pas énormément d'étalage ici. Je dirais quasiment rien en fait. Mais je vous en parle, j'espère, un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Après ces deux mentions ô combien instructives, on se l'accordera, j'ai lu L'Amoureuse de Cécilia Duterre, donc je l'avais en papier, mais je l'ai rendu à son propriétaire, on me l'avait prêté, qui est en fait un livre sur effectivement Marie-Madeleine. Alors c'est une figure qui me touche toujours beaucoup quand je la vois dans les évangiles, entre ce que la tradition transmet et puis effectivement ce qu'on peut s'imaginer, voilà, enfin il y a toujours pas mal de choses. J'ai apprécié effectivement cette lecture, même s'il y a eu quelques points qui m'ont chiffonné, tout simplement parce que effectivement par rapport à l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, il y a des choses qui entrent en conflit. Et que du coup, enfin, j'aime ce que je trouve dans Maria Valtorta, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, et que il y a des petites, pas incohérences, mais disons par exemple, il y a, dans l'amoureuse, il y a une absence de la Vierge Marie jusqu'à 2 événements peut-être, quasiment jusqu'à la crucifixion, qui moi presque me blesse en fait, parce que je ne peux pas imaginer que la Vierge Marie ait désapprouvé ce que Jésus faisait ou qu'elle n'ait pas été présente régulièrement en fait auprès de son fils. Pour moi c'est la première en chemin, super, enfin par rapport au chant, mais voilà, pour moi ça a été la première à suivre le Christ, et c'était impensable que voilà elle soit quelque part remplacée par Marie-Madeleine. J'ai apprécié cependant cette lecture parce que la plume, elle croque en quelques mots effectivement toute une situation, toute une ambiance, et ça c'est hyper précieux je trouve c'est très beau comme plume. Et j'ai apprécié aussi la contextualisation, d'avoir les aspects politiques, culturels de l'époque. Je trouve ça toujours hyper intéressant, et c'est ce que j'aime vraiment retrouver dans ce genre de fiction quelque part sur des personnages de la Bible. J'avais lu quelques livres aussi de Marek Alter qui étaient un petit peu dans la même thématique, et même si j'avais pas tout apprécié, j'avais aimé la contextualisation qui était faite. Donc je peux que vous conseiller pour que vous fassiez vous-même un avis, et que voilà, vous puissiez réfléchir sur la figure même de Marie-Madeleine, parce qu'il y a de beaux élans, de belles réflexions dessus, mais moi il y a quelques petites choses qui m'ont chiffonné par rapport à justement ce que j'ai l'habitude d'entendre dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Ensuite, j'ai lu Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes du père Sébastien Coudroy aux éditions Emmanuel, avec des illustrations de Budo, il me semble, ou Bendo, pardon. Bendo. J'ai beaucoup apprécié ce livre qui est en fait une explication, si vous voulez, en fait, du château intérieur que j'ai lu l'année dernière et que je n'ai pas très bien compris, pas très bien retenu. Celui-ci par contre est hyper clair, hyper concis, hyper bienveillant, mais aussi il nous montre effectivement les exigences pour réussir à progresser vers Dieu, à progresser dans la sainteté, à progresser dans nos demeures intérieures. Et je le trouve vraiment très bien. En plus effectivement les illustrations de Bendo sont vraiment, je trouve, touchantes dedans, elles sont mignonnes, elles sont, enfin bref. Et ça se lit vraiment très facilement, avec des apports d'autres saints que Sainte Thérèse d'Avila. Et j'avoue que vraiment, moi j'ai été touchée par les illustrations de Bendo par exemple. J'ai été touchée, et je m'en sers maintenant un peu comme référence quand j'ai quelque chose à expliquer à quelqu'un. Je viens chercher des citations là-dedans, et même quand je dois... Enfin, je ne me suis pas située dans les demeures, mais j'ai enfin compris que je n'étais pas à l'extérieur de ma propre âme, ce qui est plutôt pas mal, et que j'avais du chemin, et je sais comment faire pour faire du chemin maintenant. Donc voilà, c'est devenu une référence, et je pense que je risque de l'offrir dans les années à venir à d'autres personnes. Après ça, j'ai lu La voleuse d'étoiles de Laure d'Argelos en auto-édition. Ça faisait quelques mois, si ce n'est plus, qu'il était au moins 6 mois qu'il était dans ma pile à lire. Et de fait, je me suis enfin lancée dessus. C'est un gros bouquin qui fait presque 700 pages. Et j'ai trouvé ça long.
Ouais, j'ai trouvé ça, donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que bon, je sais, je suis une éternelle romantique, je veux absolument qu'il y ait une histoire d'amour. J'ai trouvé que ça tardait. J'ai trouvé que l'univers était très très riche, peut-être presque un peu trop, et que c'était hyper condensé. Et pour ça, voilà, je suis hyper admirative du travail de Laure Dargelos parce que pour un premier roman, il me semble que c'est le premier, c'est hyper travaillé. Mais de fait, effectivement, au bout d'un moment, je trouvais que c'était un peu long, un peu lourd, que ça mettait du temps. Et quand enfin la machine s'est mise en place, on a eu droit à un retournement de situation qui m'a... J'ai cru qu'en fait, j'aurais pu arrêter le bouquin parce que j'étais tellement déçue, tellement énervée de ce qui se passait. En plus, je l'avais vu venir, hein, mais enfin, c'était une possibilité que j'avais envisagée. Et plus ça allait, plus je disais, mais c'est pas possible, en fait, ça devient... Et tout ça pour que ça... Enfin, mon grand regret, c'est qu'effectivement, ce livre est très long, mais la résolution, elle, est très courte. Et ça, par contre, je trouve ça assez désagréable, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu, en fait, tellement d'épreuves, tellement de moments sombres, pour que d'un seul coup, en fait, tout soit... En fait, on oublie, tout va bien. Non, en fait, moi j'ai pas oublié, je me suis sentie pas bien pendant un moment. J'ai dû sauter des pages parce que c'était trop pour moi. Donc non, en fait, voilà, ce livre est à la fois extrêmement bien construit, extrêmement bien narré aussi. Mais j'ai pas adhéré avec les personnages et j'ai pas adhéré avec... Enfin si, j'aime la conclusion. Mon petit cœur, voilà, se dit, bah ça finit bien, tant mieux. Mais quoique peut-être pas comme je l'avais imaginé. Et comme peut-être je l'aurais espéré. Mais... voilà, j'avoue que je suis un peu mitigée par rapport à cette lecture parce que ça a déclenché trop d'émotions violentes et tout ça pour qu'à la fin, en fait, ça ne soit pas... Ouais, vraiment, j'avoue que c'est juste, je crois, la fin, je ne sais pas, je suis mitigée et j'arrive pas vraiment à me faire un avis là-dessus. Je vous conseille vraiment de le lire pour vous faire votre avis parce qu'il y a vraiment de belles qualités dans ce bouquin. C'est juste que moi, mon ressenti perso, mon affinité avec l'intrigue et les personnages, ça a moyen fonctionné. Au mois d'août, j'ai aussi écouté La Petite Fabrique de Alice Quinn, lue par Catherine Pajon. Alors, j'ai aimé l'histoire de Alice Quinn, cette histoire effectivement avec une héroïne qui est blessée de diverses manières, et physiquement d'ailleurs, puisque c'est une ancienne danseuse, enfin c'est une danseuse et elle n'arrive pas à accepter qu'elle ne sera plus danseuse. Elle débarque à La Petite Fabrique, qui est un café-resto, et elle va se faire embaucher là-bas et elle va rencontrer effectivement... un garçon qui lui aussi est blessé d'une autre manière, pas forcément physiquement, mais qui est blessé quand même. Et du coup, voilà, elle va se tisser quelque chose. J'ai aimé, comme j'avais aimé dans Le Parfum de la Tendresse, la construction des personnages et le fait qu'il y ait un vrai développement psychologique. J'ai moins apprécié que ça se déroule dans la période du Covid, mais ça m'a absolument pas dérangé pour écouter, ça m'a juste rappelé effectivement comment ça se passait à cette époque-là, et je ne pense pas que ça soit un frein pour la lecture. C'est juste que ça m'a moins parlé. Voilà, c'était peut-être pas forcément ce que j'avais envie de lire à cette époque-là. Par contre, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la narration de Catherine Pajon. Elle est très bien en termes de narration pure, mais dès qu'il y a des dialogues, en fait, j'ai l'impression que le ton est à côté et qu'elle n'arrive pas à incarner le ton. Et moi, du coup, ça a été assez perturbant parce que je trouvais que bah, j'arrivais pas à m'imprégner totalement des personnages parce que je devais faire un effort de représentation en plus, de me concentrer sur le texte pour lui redonner en fait le ton qui me semblait adéquat par rapport au dialogue en fait. Et c'est un petit peu dommage parce que on a l'impression qu'en fait le récit manque de crédibilité alors que pas du tout. Au-delà de ça, c'est effectivement une histoire qui est quand même hyper touchante et que je vous invite vraiment à lire, même si j'ai un petit goût de manque à la fin parce que pour moi j'aurais aimé que ça se construise encore un petit peu sur quelques semaines, ne serait-ce que avec un épilogue après. Mais voilà, ça c'est mon avis perso. Sinon ça a été quand même une très chouette lecture. Après ça, j'ai lu une valeur sûre, Les Carnets de l'apothicaire, volume 9 de Itsuki Nanao et Neko Courage. Comme d'habitude, je suis toujours hyper fan des dessins. Un petit peu moins de l'intrigue, mais parce que c'est un peu plus sombre et que voilà, c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire, c'était un peu inquiétant, un peu glauque. Mais il n'empêche que voilà, puis qu'il y a des passages qui sont un peu flippants. Fallait pas que je dise ça le soir, mais au-delà de ça, c'est quand même une histoire que je trouve toujours aussi intéressante et je lirai avec grand plaisir le 10, toute la suite. Je ne suis moins intéressée par le roman, bizarrement, mais en tout cas le manga pour moi il fait match à chaque fois et j'ai vraiment très envie de savoir comment ça va se passer pour Mao Mao dans la suite. Après ça, j'ai aussi lu le volume 5 de A Sign of Affection de Sue Morishita chez Akata, et l'autre c'était Kion Edition, pardon.
Et j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, je trouve ça chou. J'ai presque l'impression que ça va lentement, mais en même temps, on a une vraie évolution des personnages et pas forcément que de l'histoire d'amour, mais vraiment de l'histoire de chaque personnage aussi. Et ça, j'apprécie. Donc vraiment, je trouve qu'il est doux, qui nous apprend des choses sur la surdité, sur le quotidien d'une personne sourde, et avec cette note de tendresse que je trouve si appréciable dans ces bouquins, et cette petite note d'originalité aussi. Donc je vous le conseille. Il faut lire cette série, elle est trop mignonne. Au mois d'août, j'ai aussi sorti Dance of Thieves de Mary Person. Je crois que c'est chez La Martinière. Ça faisait plus d'1 an que quelqu'un m'a pris à lire et j'ai dit c'est bon quoi. C'est pas parce que j'ai pas lu le tome 3 de la série duquel ce livre est issu que je ne peux pas lire ce spin-off quoi. Donc j'ai décidé de le lire. Alors peut-être que je me suis spoilé certains trucs, mais je m'en doutais, donc c'est pas grave. Je ne sais pas comment on est arrivé à la résolution de tel ou tel truc. Mais voilà, j'ai quelques infos en plus. J'ai trouvé ça assez chou d'ailleurs de découvrir certains personnages après. Mais j'ai bien apprécié, même si encore une fois j'ai trouvé que c'était un peu trop violent par certains moments. C'était clairement Mary Person ne fait aucune concession, elle y va franco, et on a des personnages qui sont bien travaillés, qui sont très travaillés et qui ont vécu des choses un peu difficiles. Et par moments j'ai trouvé que c'était un petit peu... Il y avait à la fois cette note un peu romantique qui était très lumineuse, très douce, au milieu d'une histoire qui est quand même assez noire et avec des complications qui sont vraiment pas évidentes. Et on a des personnages qui peuvent être assez noirs dans certaines facettes. Donc c'est hyper intéressant, mais je trouve que c'est une fantaisie qui est déjà assez sombre, ce qui est assez dommage. Mais peut-être que je lirai la suite, et bien sûr je lirai effectivement le dernier tome de The Remnant Chronicles, parce que j'ai beaucoup apprécié cette série, et je le lirai en anglais, histoire de bien parfaire les choses. Au mois d'août, j'ai aussi lu Terre éclose, la sexualité au féminin de Hélène Dumont aux éditions Emmanuel. Alors j'ai été assez surprise parce qu'on est vraiment dans un livre qui n'est pas vraiment de la spiritualité, qui n'est pas du tout de la spiritualité même. Peut-être que c'était quelque chose que j'attendais en fait par rapport à... vu que c'était aux éditions Emmanuel. Et en fait pas du tout. On est vraiment dans une approche vraiment globale de la sexualité féminine. On a Hélène Dumont qui fait vraiment part de son expérience et qui aborde différents sujets. La sexualité féminine, la sexualité masculine, en complémentarité l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe voilà, donc. On a effectivement le plaisir, la rencontre de l'homme, le désir sexuel, quand le sexe ne s'ouvre pas, rencontrer l'intime, la relecture de la vie sexuelle. Il y a beaucoup d'aspects, vraiment c'est un aspect très global qui m'a bien enrichi, qui m'a un petit peu peut-être déstabilisé quelquefois parce que effectivement on parle sans tabou et puis du coup on réfléchit sur des choses que j'avais peut-être pas réfléchi jusqu'à maintenant. On ose mettre des mots, voilà, et pour ça j'ai trouvé ça enrichissant et intéressant. C'est un livre que je conseille parce qu'il est bienveillant, mais il dit les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, c'est parfois un peu déroutant et en même temps c'est instructif et ça libère, je trouve. Donc à feuilleter au moins. Au mois d'août, je me suis aussi relancée dans la relecture / réécoute des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, lu par Bernard Bollet. J'avais déjà écouté effectivement les Trois Mousquetaires en version audio il y a quelques années et je les réécoute. Ça peut être la 4e, 5e fois que je lis cette histoire, j'ai bientôt fini, je dévore. Les Trois Mousquetaires et moi, voilà, c'est une histoire d'amour et je pense que j'enchaînerai après avec 20 ans après. La narration par Bernard Bollet, alors cette fois-ci par contre c'est un chef-d'œuvre de narration, c'est un chef-d'œuvre de théâtre, je retombe amoureux de la plume d'Alexandre Dumas, des personnages, je revis cette épopée avec voilà, ce roman d'aventure avec tellement de bonheur, tellement de voilà, j'en avais besoin. Parce que comme vous l'entendez, effectivement, ce mois d'août a été, il y a eu des très chouettes découvertes et d'autres, en fait, soit je me suis cassé la tête dessus, soit ça n'a pas répondu à mes attentes et c'est le cas d'ailleurs du bouquin que je vais vous présenter juste après. Au mois d'août, je me suis dit, allez, après ces lectures un peu de fantaisie, peut-être un peu sombre et tout, lis une romance. J'ai ouvert ma liseuse et j'ai cherché une romance pas trop longue. J'ai vu L'éventail et l'épée de Georgette Heyer. Il faut savoir, si vous n'avez pas vu les book hauls, que c'est une auteure qu'on m'avait conseillée quand j'ai lu Julianne Donaldson, qui a écrit, pour mémoire, Blackmore et Ellenbrook, qui font partie des plus grands coups de cœur que je peux avoir en termes de romance historique. J'en lis pas beaucoup, mais clairement, ceux-ci, j'ai beau les relire, j'ai toujours des coups de cœur à chaque fois. Je me laisse emporter, je les lis en une journée, c'est vraiment des chefs-d'œuvre pour moi.
Ça n'a pas du tout été le cas avec Georgette ailleurs. Alors peut-être que pourtant j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah pourquoi pas. Il y a peut-être matière à faire quelque chose d'intéressant. On a... Je me souviens même plus des noms des héros, je suis désolée, mais... on a un héros qui grandit, je crois que c'est un petit noble, quelque chose comme ça, ou un aristocrate qui grandit dans la campagne et puis qui du coup ne se farde pas, ne met pas de perruque, ne connaît pas les usages du monde. Il vit franco, mais il a quand même les manières d'un gentilhomme. Il est un peu rustre, mais voilà. Et en face, on a une héroïne qui, elle, est très attachée aux manières, à ce genre de choses, au paraître en fait, et qui lui dit « Je vous aime, mais je ne vous épouserai pas tant que vous n'aurez pas appris les usages du monde. » Quand arrive un troisième personnage qui sert de rival au premier, le premier se dit « Je vais faire ma demande, on sait jamais. » Elle lui dit non. Et lui se dit « Bon bah j'ai plus qu'une seule chose à faire, je vais aller à Paris, sachant que ça se passe sous la Régence. Je vais aller à Paris apprendre les usages de la cour, les usages voilà, du monde et revenir et conquérir ma belle. » Jusque là on se dit, bon il est quand même bien gentil ce gars parce que cette péronnelle là, moi perso elle commençait à me gonfler, hein. Vraiment. Donc notre héros apprend les usages de la cour. Et bah, comme il fait la cour à d'autres femmes, sans aller forcément plus loin, sans aller plus loin tout court, parce qu'il est toujours amoureux de sa belle, ça revient aux oreilles de sa belle en Angleterre, qui elle va du coup devenir jalouse et se dire, bah, puisque c'est comme ça, je vais aller draguer des mecs. Vous sentez bien l'embrouille là? Tout ça pour qu'on ait droit à des discours sur la fille qui ne cesse de dire je vous déteste, non je ne veux pas. Et après on a la narratrice qui fait mais comment ne pouvait-il pas comprendre qu'en fait elle voulait dire oui? Donc on a des choses comme ça, sous-entendu que la femme ne sait pas ce qu'elle veut. La femme dit quelque chose mais il faut comprendre l'inverse. Et pareil on a droit à une remarque du genre montrez-lui que vous êtes son seigneur et maître. Je vous promets que c'est dedans. Je l'ai lu à mon mari, j'étais extrêmement choquée. Il m'a dit, t'es sûre que c'est pas une parodie? Je crois pas. Tout ça pour dire que voilà, pour moi ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout fonctionné. J'ai trouvé ça... Non. Je l'ai lu le plus vite possible pour m'en débarrasser. Je voulais savoir comment ça terminait. Et alors oui, certes, il y a une différence entre l'être et le paraître, et qui est un peu soulevée là-dedans. Mais non. Non en fait. Pour moi, ça passe pas du tout. Ça arrive, mais moi, j'avoue que c'est le seul bouquin que je dirais de cet auteur. S'ils sont tous comme ça, c'est pas la peine. Et enfin, dernier bouquin à cheval entre août et septembre, il y a Les médecines alternatives de Pascalide, donc des clés pour discerner aux éditions Artege. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. C'est bien plus compliqué à comprendre que ce dont je m'attendais, enfin ce à quoi je m'attendais. J'aurais dû m'en douter parce que quand j'ai lu Les 4 sciences de la Terre de cet auteur, c'était déjà assez compliqué à comprendre. Mais alors effectivement là, si je suis pas bien réveillée, si j'ai mal à la tête, faut pas que je lise ça. Ceci dit, ça reste quand même intéressant pour comprendre, effectivement, pour avoir des clés pour discerner. Et vraiment, on a vraiment des questions sur qu'est-ce que dit la doctrine, qu'est-ce que dit le Vatican, enfin tout ça. Qu'est-ce que dit la foi? Est-ce que ça entre en conflit avec la foi, ces médecines alternatives? Qu'est-ce qu'on entend par médecine alternative? Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est très très élaboré et il faut vraiment se concentrer pour le lire. Hein. J'ai presque l'impression de retomber dans des lectures universitaires, ce que j'ai pas fait depuis longtemps, et qui me prenaient déjà bien la tête à l'époque. Donc voilà, si vous voulez le lire, sachez juste que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. En tout cas, c'est un langage et une manière d'expliquer qui sont assez... voilà. Bref, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas lu tant que ça en fait au mois d'août. J'ai aussi beaucoup écrit, donc ce qui explique que voilà, je me suis moins concentrée. J'ai aussi passé du temps avec ma fille. J'espère que le mois de septembre sera un peu plus rempli, mais surtout que j'aurai des lectures qui me correspondront mieux parce que là j'ai eu l'impression effectivement d'avoir des lectures qui ne m'aidaient pas à m'apaiser en fait. Donc j'espère que ça sera plus le cas pour le mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des bouquins qui vous intéressent, qui vous interpellent, qui vous font pas du tout envie. N'hésitez pas à réagir dessus et à me dire aussi ce que vous avez lu pendant le mois d'août. Si vous avez des recommandations de lecture, c'est avec plaisir que je les lis et que je vous réponds. Je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous dis du coup au mois prochain puisqu'il n'y aura pas d'autres vidéos sur la chaîne jusqu'au mois d'octobre. Plein de poutous!